Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre Caprossi, je vais vous présenter mon talk qui s'intitule TAC 1.2 le retour, où je vais parler de deux sujets qui me tiennent à cœur, qui sont la programmation fonctionnelle et les animations. Alors qu'est-ce que la programmation fonctionnelle? C'est une programmation, c'est un paradigme de programmation, comme la programmation en termes G, comme la programmation procédurale, qui repose sur trois principes. Le but c'est de composer au maximum son application par des fonctions. C'est d'éviter la mutation des données et c'est d'éviter les side effects. Je dis éviter parce qu'on ne peut pas s'en passer. Par exemple, des side effects, si vous n'avez pas de side effects, c'est-à-dire pas d'UI, donc c'est pas possible. En revanche, on va essayer de minimiser au minimum ces side effects et de les répartir dans un courant précis de notre application. Une librairie en JS qui est très utile pour faire de la programmation fonctionnelle, c'est Ramda. Ramda, il faut le voir comme une alternative à Lodash, mais qui est particulièrement bien faite pour la programmation fonctionnelle. Donc ça propose des fonctions utilitaires comme le dash, et ces fonctions ont deux particularités. D'abord, toutes les fonctions de Ramda sont curried, on va voir ça juste après. Et ensuite, les fonctions de Ramda sont pures. Pure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une entrée donnée, on aura toujours la même sortie, et donc on n'a pas de side effect et on ne mute pas la donnée. Donc on respecte les principes de la programmation fonctionnelle vus juste avant. Et donc les fonctions curried, c'est quoi? Les fonctions curried, c'est des fonctions qui prennent des arguments les uns à la suite des autres. Et ça rend les fonctions plus configurables. Alors un exemple pour que ce soit plus parlant. On a une fonction normale qui est add, je ne sais pas si on voit très bien de loin. Ici on a une fonction add qui ajoute deux paramètres, donc add 3 et 2 ça fait 5. Ça c'est une fonction qui est normale. Une fonction curried, ça va être quoi? Ça va être une fonction qu'on peut appeler avec un seul argument au lieu de ces deux qu'elle attend. Donc, par exemple, on va définir une variable add3 pour add3 qui va donc être add de 3. Et en fait, cette fonction ne va pas être exécutée. Ça va être une fonction qui est déjà préconfigurée et qui a déjà reçu un premier argument. Et c'est à son deuxième appel. Si on fait add3 de 7, là, on va l'exécuter pour le coup avec son deuxième argument et cette fonction va nous retourner 10. Et donc ça permet de quoi ces fonctions curried? Ça permet de, à partir de fonctions très génériques, on va pouvoir commencer à créer des fonctions beaucoup plus spécifiques. Alors que si vous aviez si vous conservez une fonction normale, ben là on peut voir qu'à chaque fois on est obligé de répéter la valeur 3 dans tout notre code. Donc ça peut commencer à être lourd à maintenir par exemple. Alors un exemple sur notre application de TAC 1. Donc le TAC 1, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un jeu quand on est petit qui... hop, je resize mon VS Code. C'est un jeu, quand on est petit, on a une grille, et puis on a 15 cases sur une grille de 16 cases, on a une case qui est vide, puis on a le nombre dans le désordre, et l'objectif c'est de remettre tous les nombres dans l'ordre en déplaçant les cases avec les numéros. Donc ici, l'objectif c'est d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 15 dans l'ordre. Donc j'ai déjà fait cette petite application, c'est tout simple. On a ici, hop, tac, tac, tac. On a notre app, on a donc, on va essayer de diminuer d'un cran, on a de la data qui est stockée dans un tableau, TAC 1 data, notre case vide pour valeur -1, et ici, on a nos boutons qui vont venir éditer notre state contient cette data, et donc on a les movement buttons, ici, qui sont cette partie-là de notre app. Et ces movement buttons, qu'est-ce qu'ils vont faire? On press, ils vont setter le state, ils vont dire à partir du state, je vais le déplacer de 4 cases. Donc par exemple, ma case ici va partir en haut, elle va remonter de 4 cases. Donc ici, si je baisse mon 10, hop, on va voir la case vide va monter, etc. etc. Donc, on joue notre TAC 1. Le problème, c'est que ces movement buttons, à chaque fois, ils viennent edit notre state, donc ils viennent appeler une fonction qui s'appelle moveMtyTile, qui va éditer notre state, donc sur 4 boutons, on appelle ces 4 boutons avec notre state et notre déplacement. Ce que va faire Ramda, on va utiliser Ramda pour curried cette fonction. Donc on va utiliser ici notre moveMtyTile, on va la wrapper dans r.curry. R c'est Ramda. Donc ici on save, et notre fonction, moveMtyTile, elle est toujours appelée avec 2 arguments, donc les fonctions curry, elles peuvent s'appeler avec tous leurs arguments sans problème, et donc notre app va toujours fonctionner.
Et là, on va se servir de la puissance du query pour définir une nouvelle variable qui sera const move empty from state. Et ça va être quoi? Ça va être move empty tile de notre state. Donc on va appeler move empty tile et on va la spécifier, on va la configurer avec un state. Donc elle a reçu un premier argument. On va la remplacer à tous les endroits où elle est appelée, c'est-à-dire 4 boutons. On enlève le state du coup puisqu'il a déjà été passé en paramètre de la fonction. On sauvegarde. Et là, on peut voir que notre application fonctionne toujours bien. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait grâce aux fonctions create? On a pu configurer la fonction. Du coup, notre code est plus maniable parce qu'au lieu d'appeler 4 fois notre fonction avec un state, eh ben, on a défini à un seul et unique endroit la fonction qui ressemble par mettre le state. On pourrait très bien imaginer sortir cette fonction et la mettre ailleurs dans l'app et pouvoir la réutiliser pour plein de components. Donc on est vraiment en plein dans le paradigme de la programmation fonctionnelle où on se resserre au maximum des fonctions pour organiser notre application. Maintenant, un deuxième avantage de l'utilisation de Ramda et de la programmation fonctionnelle, c'est le pipe. Le pipe, c'est quoi? Ça permet d'utiliser la sortie d'une nème fonction dans une liste de fonctions et de la passer à la n+1. C'est pareil que dans le shell, si vous pipez dans le shell. Et ça permet de composer les fonctions de façon concise. Il faut savoir, petite parenthèse, que le pipe va est en stage 1 de la spécification JavaScript et qu'à terme, il sera vraiment inclus directement dans le JS et on n'aura même plus besoin d'utiliser Ramda pour piper. Mais à l'heure actuelle, donc Ramda propose un pipe. Donc concrètement, on a quoi? On a une liste de fonctions. Tout ça, c'est wrappé par un pipe. Et en fait, chaque fonction va s'appliquer à une donnée et passer sa sortie à la fonction d'après. Un exemple d'utilisation du pipe. Si, ici, on retourne dans notre app, on a notre data, ici, notre data initiale. Et on peut supposer que notre data initiale, en fait, elle vient d'un serveur. Un serveur qui nous envoie cette data. Et en fait, cette data, elle est vraiment complètement abîmée. Le serveur est vieux, il est buggé, on n'a pas la main dessus. Et donc, il nous rajoute des données complètement fausses dedans. Donc des zéros, il nous rajoute un niveau d'array. Et merci. Et donc là, du coup, notre attaque, il est complètement explosé. Pour vous montrer la puissance du pipe, on peut définir des données qu'on va nettoyer. Sanitize data. Et on va exécuter le pipe sur notre tag data. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va, d'abord, par exemple, on va flatten. J'ai oublié, merci. C'est Marek. C'est le défaut de ne pas avoir les stints sur les scodes. Du coup, je vais nettoyer mes données. Donc d'abord, je vais les flatten, c'est-à-dire je vais enlever un niveau d'arrêt, parce que j'ai une profondeur qui a été rajoutée. Également, je vais filtrer et enlever les zéros. Donc si j'utilise Ramda, je vais d'abord flatten, et ensuite je vais filter. Pour chaque élément, j'enlève tous les éléments qui sont différents de 0. Et il y a une virgule, non c'est bon, j'ai mis. Hop. Et là, notre taquin, R, j'ai oublié d'importer Ramda. R from Ramda. On flatten, taquin data, pipe. Ah oui, je n'ai pas passé évidemment. Hop. On set le state avec le tag data, avec le sanitize data. Voilà, donc là, notre taquin se remet à bien fonctionner et on peut donc correctement bouger les cases. Voilà, donc là, ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, notre taquin data, si on résume le pipe vient s'exécuter sur la taquin data. La taquin data, visuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, tac,
elle arrive à cet endroit-là, elle est passée dans Flatten, Flatten vient enlever un niveau d'arrêt, la sortie est passée au filter, le filter vient retirer les éléments, et enfin c'est stocké dans Sanitize Data. Donc en fait c'est hyper lisible, c'est très concis, ça ressemble un petit peu au côté déclaratif de React où on lit vraiment tous les composants dans notre render les uns à la suite des autres. Donc c'est vraiment très clair. En plus là les fonctions sont curried, c'est-à-dire qu'on voit elles sont pas appelées, et en fait automatiquement, hop, il y a les par exemple filter est appelé avec 2 paramètres normalement, et bien filter ici on l'exécute d'abord, enfin elle n'est pas exécutée ici, elle est juste elle est en attente de recevoir de la donnée pour après s'exécuter convenablement. En plus, grâce à Ramda, toutes nos fonctions sont pures, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on n'a jamais muté l'attaque indata. Donc je suppose que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir un bug à une page X parce qu'à une page Y, on devait muter un moment la donnée, le state. Et donc voilà, vraiment avec Ramda, on est sûr qu'on va pas causer de bug là-dessus. Donc bilan. Bilan avec Ramda, c'est qu'on est concis, qu'on peut le voir avec AirPipe, avec le pipe, on est vraiment la syntaxe est minimale. On a moins de bugs parce que nos fonctions sont pures. Et également, on a une meilleure maniabilité, ce qu'on avait avec les fonctions curried. On n'écrit qu'à un seul endroit la spécification de nos fonctions vis-à-vis de certains paramètres. L'inconvénient d'utiliser Ramda, c'est quoi? C'est que d'abord, il y a beaucoup de jargon. Si vous allez regarder la doc de Ramda, ça parle de functor, ça parle de monade. Ça fait hyper peur au début. Mais vraiment qu'au début, en fait, quand il y a des gens qui expliquent, il y a pas mal de documentation et de tutoriels qui vraiment permettent de mettre un premier pied dedans. Et finalement, c'est pas si dur. Franchement, on s'y fait bien, surtout quand on a l'habitude de l'Odash. Et les inconvénients aussi, c'est qu'il faut que toute l'équipe soit bordée sur le sujet. Parce que derrière, les gens qui vont faire des code review, il faut qu'ils soient capables de comprendre ce qu'il y a écrit quand on utilise Ramda, ce que c'est qu'un pipe, pourquoi fonctionne les curried. Voilà. Donc il faut vraiment onboarder toute son équipe pour l'installation de Ramda. Nous sur Euro 2020, on l'utilise beaucoup. On l'utilise parfois avec l'Odash, parce que l'Odash permet de faire des choses un peu plus vite que Ramda sur certains sujets. Mais tout le monde est onboardé sur le sujet, donc c'est très chouette et c'est en prod. C'est une librairie qui a, je crois, 15 000 stars, donc il n'y a vraiment jamais de bug pour le coup. Il y a vraiment pas de soucis, c'est très bon. Voilà, donc voilà pour le traitement de données. Ça c'était la première partie, la programmation fonctionnelle. Donc. Deuxième partie, maintenant, c'est cool, on a notre taquin, il bouge, mais quand vous voyez ici, le state, quand il change, ça flash, c'est pas très beau pour l'utilisateur. Donc, on va animer tout ça. Et on va animer tout ça grâce à une librairie qui s'appelle Reanimated, qui est une librairie qui a 2 ans maintenant, mais il y avait un, il est sorti il y a 6 mois. Donc c'est un peu la trend du moment dans l'écosystème React Native. Faut savoir que React Navigation, par exemple, ils viennent d'écrire toutes leurs animations et leurs transitions de page en Reanimated, donc ça monte vraiment en puissance. Et c'est une librairie qui est pour le coup très compliquée à prendre en main. On a très peu de documentation. C'est pas facile, c'est les balbutiements, on est qu'au début. C'est quoi cette librairie? C'est que toutes les animations sont en natif. Je ne sais pas si vous le savez, mais en native, il y a une partie JavaScript, il y a une partie native. Avec l'API traditionnelle pour faire des animations, on était fréquemment sur la partie JavaScript qui a des faibles performances. C'est notable sur les vieux devices Android. Avec Reanimated, on est vraiment tout le temps sur du natif. Donc les animations sont vraiment très fluides et c'est très agréable à voir du coup. Et cette librairie a une toute petite partie de son API qui s'appelle les transitions. Et il faut un peu chercher pour les trouver. Et en fait, par contre, cette API des transitions est très simple à utiliser. C'est la partie la plus simple de Reanimated. C'est vraiment une super première étape pour mettre un pied avec Reanimated. Alors, comment ça marche, ces transitions? Donc ça, rapidement, je vous présente Reanimated. Voilà, donc, il présente avec un petit mème au début les animations. Il dit Reanimated, en fait, c'est mieux que l'API Reanimated de base. Il explique vraiment en détail pourquoi. Il travaillait avant, il était core contributeur il était chez Facebook, il était core contributeur de Reanimated. Voilà, et donc là il y a une petite API, il y a une petite partie sur les transitions
voilà, qui est encore en news, c'est encore expérimental. Ok, donc comment on met ça en place dans notre taquin? Aucun problème. J'ai dit ok, je pense que Google c'est... Pardon. Ok. Non, je vais dire ok. On va aller dans notre app, on y est. Comment on fait? On va importer les transitions. On importe transitioning et transition from React Native Reanimated. Ok, on va encadrer tous nos tiles, cette partie-là, tous les tiles là ici, toute cette partie-là par une transitioning view. Ensuite, on va faire une ref. À ce moment, on va devoir passer dans l'impératif. On va créer notre ref. Hop. Et donc là, on va appeler notre ref, on va dire dès qu'on va changer la donnée, donc on va faire un set state, en plus on va animer nos tiles. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a wrappé tous nos tiles par un transitioning view, il va venir écouter tous les déplacements qu'il va y avoir dans ses enfants. On a passé une ref pour lui dire tu vas écouter, tu vas appliquer tes transitions à un moment X. Ce moment X, c'est quand on set la donnée. Et un dernier truc qui reste à faire, c'est définir les transitions qu'on veut. Transition égale. Ok. Donc là, on vient de définir une transition qui est au changement d'élément. Il peut y avoir dès qu'un élément apparaît, ou dès qu'un élément sort. Là, c'est au changement, transition change. On va faire une transition qui va durer 100 millisecondes, et par défaut, ça va être des transitions linéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les déplacements au sein de la transitioning view, dès que le moteur JavaScript va recalculer la position des éléments, en fait, ça ne va plus être discret, ça ne va plus être un état A, un état B, ça va être un état A qui va aller petit à petit vers l'état B. Exemple, si ici on baisse notre 10, il se met à s'annuler. C'est quand même hyper puissant. Parce qu'en 5 lignes de code, on a fait déjà des animations trop cool. Je pense qu'avec l'API Animated de base, je ne l'ai pas fait. Et je pense que ça serait beaucoup plus compliqué, parce que je n'ai pas d'autre solution que de créer à chaque fois des animated values. Ça serait vraiment galère. Là, une transitioning view, on définit la transition, on est vraiment dans du pur déclaratif, et ça se fait super bien. Voilà, on peut customiser, préciser un easing, c'est-à-dire une forme de transition qu'on va avoir. Mon bilan sur l'utilisation de Reanimated, on peut faire tout plein de choses avec Reanimated. On peut vraiment, en fait, faire tout ce qu'on peut imaginer presque. Enfin, c'est tout ce qui se fait à l'heure actuelle dans le développement mobile. Reanimated nous apporte cette puissance dans React Native. Donc la possibilité des animations, la performance, comme j'ai dit, on a des animations ultra fluides. Les inconvénients, c'est quoi? C'est qu'on a très peu de documentation. Franchement, très peu de tutoriels. Moi, ce que je vous recommande, c'est il y a un Suisse qui fait des tutoriels sur YouTube. Je pense jamais sur YouTube. Et lui, il en fait. C'est le meilleur pied à l'étrier pour commencer avec Reanimated. Sinon, franchement, on trouve rien. Et c'est dur, quoi. C'est une programmation qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, à part pour les transitions. Il parle de concepts qui sont les nodes, des choses comme ça, enfin, très natif, très JavaScript. Donc c'est dur à apprendre au début. Donc je vous recommande d'aller sur YouTube et regarder cette personne qui s'appelle William Candillon. Et on a beaucoup de bugs sur tout plein de edge cases. Donc dès que vous voulez faire des choses très très exotiques, c'est un peu buggé, parce que l'API, il avait un sorti il y a que 6 mois.
Ils sont deux principes, il n'y a que deux principaux mineurs sur la librairie. Donc voilà, faire attention à ne pas faire des choses trop exotiques. Voilà. C'est tout pour mon talk. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Vous avez beaucoup d'animations sur UEFA Ouais. Pour en animated. Ouais, on fait pas tout en animated, puisque l'app a été commencée il y a 1 an, donc c'était pas bien à sortir V1. Mais là, justement, on vient de passer récemment en Reanimated. Et encore plus parce que React Navigation est passé en Reanimated, donc quand tu as React Navigation sur ton projet maintenant, tu es obligé d'avoir Reanimated. Donc on en profite et maintenant nos animations effectivement sont écrites avec Reanimated. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, le créateur de Reanimated, il a créé une autre librairie qui s'appelle React Native Gesture Handler. C'est 2 librairies frères en fait, parce que React Native Gesture Handler permet d'écouter les événements, les touches, les longues presses, les scrolls. Et donc ces 2 librairies, en fait, il faut jouer avec elles, il faut plugger les 2 librairies pour que tu aies une librairie qui écoute tes événements, qui les passe à tes animations, et ensuite tu vas animer une scroll view, un header, des listes, des choses comme ça. Et voilà, elles se marient très très bien ces 2 librairies, donc c'est super, il a vraiment pensé à tout. Ça a dû être un boulot titanesque d'ailleurs. Oui. Du coup, moi, je vais revenir sur Honda. Je veux savoir en fait quel était le gain de mettre toutes ces notions de cohérence fonctionnelle par rapport, par exemple, dans ton cas, tu fais une caisse de valeur. Ouais. Tu peux effectivement les chaîner à coup de map et à coup de filter. Ouais. Qu'est-ce que tu gagnes par rapport à typiquement l'utilisation de Randa? Est-ce que les use cases où clairement, Randa était clairement plus rentable que chaîner des fonctions? Alors là, les données que j'ai nettoyées, c'était plutôt simple, c'était du flatten. Tu vas faire un filter, effectivement, dans JavaScript, tu l'as directement. Il se trouve que nous, on a des cas, par exemple, sur l'appli de l'UEFA, on avait des données qui étaient nestées à fond. C'était en plus des objets, donc tu pouvais même pas flatten. Tu avais vraiment plein de choses à faire avant de pouvoir utiliser tes données en app. Et là, au début, en fait, je m'étais dit, naïvement, que j'utilisais vraiment ES6 de base, des sums, des filters, et en fait, c'était pas du tout concis. On se retrouve à faire plein de, c'est pas des hacks, mais enfin, c'est pas clair. Et en fait, Ramda, ce côté, en fait, je monte pas la donnée que j'ai, et j'ai ma liste de fonctions que j'utilise, et à la fin, je l'applique à une donnée. En fait, c'était hyper lisible. Et moi, j'ai trouvé que dans le cadre de nettoyer les données, par exemple, en entrée de ton application, c'est trop bien, quoi. Okay. Je vois bien, du coup, ça devient complexe quand on fait le truc. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des cas où justement tu dirais, en fait, no go, est-ce qu'il existe des cas où il ne faut pas utiliser Ramda? Ouais, non, hormis du coup le fait où tu l'as muté, où là forcément tu dois pas utiliser ouais. le concept. Mais est-ce qu'il y a des cas où tu te dis non, c'était vraiment pas rentable, ou ne souhaite pas sur cette performance? Je pense qu'il y a un cas, enfin je pense qu'avec Ramda, avec la programmation fonctionnelle et même tout type de paradigme en général, j'ai lu beaucoup d'articles où en fait les gens poussaient le vice à l'extrême et utilisaient de la programmation fonctionnelle partout, Ramda ou autre chose. Et donc ils étaient super gaffe à l'endroit où ils faisaient des side effects, des choses comme ça. Et en fait à la fin ils avaient un gloubi-boulga de trucs pas du tout pratiques et pas du tout pragmatiques. Donc moi ma recommandation c'est de l'utiliser avec parcimonie. Voilà, nettoyage de données c'est super cool. Traitement de la donnée, traitement des objets, super. Maintenant si tu as un map à faire, franchement fais ton map quoi. T'embête pas avec Ramda. Il faut aussi se rappeler que, comme je l'ai dit, tu vas avoir ton équipe, il faut que ça soit onboardé, mais ton équipe, c'est ton équipe à un instant T. À T+1, tu vas peut-être avoir un nouveau développeur. Faut pas qu'il bute parce que dans ton composant que tu rentres, tu as mis un AirMap ou un truc un peu plus exotique. C'est bien de dire, je le fais qu'à certains endroits, et si un jour il a à mettre le nez dedans, ce sera qu'à cet endroit-là qu'il aura des difficultés. Bon ouais. Juste, tu as parlé de Animated. Ouais. Est-ce que
ça a été dur la transition vers Reanimated et quoi comme chantier C'est super dur. C'est super dur parce que... Non, c'est vrai, c'est super dur. Comme j'ai dit, peu de doc. Également, dans Animated, tu réfléchis de façon impérative. Tu vas faire des starts, des stops. Avec Reanimated, ça vend le côté déclaratif. C'est-à-dire, voici en fonction d'un état donné de mon application, d'un state donné, voici comment ma fonction doit être, mon animation doit être. Donc c'est vraiment des paradigmes différents. Donc là, ça c'est un premier step. Et un deuxième step également, c'est que comme tout est en natif, tu dois vraiment réfléchir à ok, j'ai mon thread de JavaScript, j'ai mon JavaScript, mon React et tout qui tourne, mais qu'est-ce qui se passe côté natif? Alors qu'avec Animated, de base, tu peux faire des animations dans le thread JavaScript, si tu ne t'occupes pas trop des performances, ça se passe assez bien, tu peux faire des re-rendus de composants assez bien. Typiquement, on a le cas aujourd'hui, on avait un composant qui se rendait, il y avait Reanimated dans l'affaire, donc tu avais du JavaScript qui se rend, qui dit au natif de se rendre, mais enfin, le natif c'est pas fait pour se rendre, donc faut savoir, dès que tu as compris le truc, ça se fait super bien. Mais la transition, comme tu dis, est difficile, pour ces deux raisons. Bon, ben, merci beaucoup.